Alors, Monsieur Dourari, pour cette dernière partie de débat entre citoyens concernant les langues, vous allez avoir trois petites questions. Et la première est la suivante. Une langue peut-elle être enseignée en étant décharnée de sa dimension culturelle, de son imaginaire, de sa poésie, de sa tendresse, parfois même de ses souffrances et de sa violence? Écoutez, c'est des débats vieux de plusieurs années, plusieurs décennies même, dans ce qu'on appelle la didactique des langues. À une certaine époque, on a pu penser, les années 50 notamment, les années 60, on a pu penser qu'il était possible de séparer les structures syntaxiques, morphologiques et lexicales du reste, c'est-à-dire de l'imaginaire d'une manière générale, sans aller dans le détail de l'imaginaire et des représentations. Ma question concerne aussi bien les langues premières en Algérie que les langues secondes en Algérie. Oui, oui, c'est exactement la même chose, c'est des langues. C'est des langues, donc dans la langue, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en même temps. C'est ça qui fait la langue. La langue, ça n'est pas seulement des mots ou seulement des sons. Et donc au départ, on pensait que c'était comme ça. Donc dans les méthodes, on avait ce qu'on appelait à l'époque les méthodes SGAV, les méthodes structuro-globales et audiovisuelles. Et là, on a fixé essentiellement sur les structures syntaxiques et sur les structures morphophonétiques. Ça, notamment dans l'enseignement de la langue anglaise, parce que c'était la langue qui était la plus enseignée dans le monde. Et on pensait qu'avec ça, avec les drills, la grammaire structurale à l'époque, on pensait qu'on avait réglé le problème. En fait, non. Parce que bien avant, déjà nous avons des théories dans le 19e siècle, chez Humboldt, chez Herder, donc l'école allemande de l'époque, ce qu'ils avaient appelé la langue et la Weltanschauung. La Weltanschauung, ça signifie vision du monde. La langue contient une vision du monde. Donc il y a une culture, il y a un imaginaire, il y a une posture intellectuelle dans la langue qui est implicite, qui n'est pas visible et qu'on peut rendre visible grâce aux travaux de l'anthropologie linguistique en particulier. Et c'est tout ça qui fait la langue. Si vous n'avez pas la totalité, vous avez des problèmes. C'est le problème quand, par exemple, la plupart des traducteurs, des apprentis traducteurs, ils pensent que ce sont des mots dans la langue et donc ils cherchent dans un dictionnaire un listing de mots dans telle langue et un listing de mots dans telle autre langue et ils font des correspondances. C'est pas comme ça que ça se passe du tout, parce que dans une phrase, la somme des significations des mots n'est pas égale à la signification d'un énoncé ou d'une phrase. Et ça, quand on découvre ça, on est absolument étonné. Donc il n'est pas possible d'enlever la langue, de la séparer, la langue, c'est-à-dire ses structures syntaxiques, grammaticales et sémantiques, on ne peut pas les séparer de la totalité de sa culture. Il faut qu'elle soit enseignée dans sa culture. Et ça, maintenant, c'est même un peu théorisé dans le domaine de l'anthropologie linguistique et dans la didactique. Dans la didactique des langues, on n'enseigne plus comme ça la langue. La langue, on l'enseigne dans sa culture, dans sa création artistique, dans sa création culturelle multiple, la musique, etc. On est obligé de tenir compte de tout ça. Comment on blague, enseigner à travers l'humour, etc. Donc c'est maintenant connu, c'est presque D'où l'importance d'introduire les arts au niveau de l'enseignement, en partie. en partie bien sûr. Et à l'art euh, qui est lui-même l'expression, le véhicule d'une langue, ou la langue est véhicule d'un art en particulier, mais l'art d'une manière générale, c'est une autre manière d'exprimer. On s'exprime à travers les mots et on s'exprime à travers le langage visuel, c'est ce qu'on appelle les sémiotiques non verbales. Les sémiotiques non verbales, c'est l'écriture, c'est le dessin, c'est l'expression théâtrale, Oui. c'est le cinéma, c'est tout ça.
Donc ça, ce sont des formes d'expression ou des sémiotiques non verbales. La sémiotique verbale, c'est les langues naturelles. L'autre, c'est des sémiotiques visuelles déjà, ou auditives. Et voilà. C'est l'autre partie du langage. C'est l'autre partie du langage, comme le langage du corps. Tout à Donc, fait. c'est pour ça qu'il est nécessaire justement de prendre la question linguistique et la question de l'éducation d'une manière globale. Mais, pas seulement d'apprendre des mots, comment je dirais, quand dans un dictionnaire maintenant sur les portables. Donc j'ai envie de dire, je veux acheter une bouteille d'eau. En anglais, vous écrivez sur votre machin, il vous dit, sur votre téléphone, il vous dit, I want to buy a bottle of water. D'accord, mais c'est pas suffisant. On ne fait pas que des commandes dans la vie avec une langue. On blague, on papote, on décrit, etc. Donc on fait pas mal de fonctions. Donc on a beaucoup de compétences qui sont liées à la langue et qui ne sont pas nécessairement liées à des instructions ou des commandes. Une autre question, si vous le permettez. L'algérianité peut-elle nous aider à avoir un rapport apaisé avec les langues parlées en Algérie? On sait très bien que, et que quand je parle de langue parlée en Algérie, bien sûr la derja et sa place. La derja est en train de régresser en Algérie, du moins son, comment dirais-je, Les espaces où elle est utilisée. la place qu'elle devrait avoir, je pense qu'elle a régressé. Elle régresse au niveau du vocabulaire. J'ai peut-être tort, mais je n'entends plus ce que j'entendais il y a 30 ans, 40 ans. Il y a beaucoup de mots dans toutes les régions qui sont en train de disparaître. Vous avez à juste titre parlé de la multiplicité et de la diversité du Tamazight en Algérie. Le problème de la langue française qui est vécue par beaucoup comme la langue du colonialisme, et pourtant elle a été aussi la langue du décolonialisme, puisque des Algériens se sont emparés de cette langue aussi bien au niveau littéraire et ont lutté par la plume qu'au niveau aussi de la lutte anticoloniale proprement dite, puisque même les accords d'Évian étaient faits en langue française et que ça ne posait pas à l'époque le problème d'aujourd'hui. Il y a aussi des non-algériens qui ont épousé la cause algérienne et n'étaient pourtant pas algériens, ils n'étaient pas pourtant musulmans. Pour ne citer que, mais vraiment comme ça, le couple Chollet, Annie Steiner, etc. Donc, comment nous réconcilier avec toutes les langues? L'arabe, qui est la langue prépondérante en Algérie, est une partie fondamentale de l'identité algérienne d'aujourd'hui. Donc, tout cela, l'algérianité, c'est tout cela. L'algérianité, c'est le multiculturalisme. Tout à fait. Une très longue histoire et une composante anthropologique qui s'est enrichie au fur et à mesure que les siècles passaient et que des peuples sont passés par chez nous. Donc nous sommes un grand peuple et un peuple qui est très enraciné dans l'histoire. J'avais parlé tout à l'heure qu'on pouvait remonter jusqu'au néolithique. Et on va trouver une continuité anthropologique prouvée archéologiquement et maintenant biologiquement à travers les études génétiques. Les langues en Algérie, pourquoi on parlerait d'algérianité citoyenne? C'est parce que l'algérianité, c'est un rapport à un territoire. Là, on ne peut pas diverger sur cette question. C'est un point commun à tout le monde, quelles que soient nos idéologies, quelles que soient, etc. Sauf peut-être l'idéologie islamiste qui ne reconnaît pas la nation et qui ne reconnaît pas le territoire. J'ai oublié aussi de dire l'islam, religion de l'Algérie, de la majorité des Algériens, mais c'est un islam
algérien, apaisé, tolérant, Mm. sécularisé, ça c'est important de le dire, sans Oui, nier aussi tout le passé judéo-chrétien de l'Algérie. Là, il y a quelques jours, il y a eu encore un séminaire remarqué et remarquable sur Saint-Augustin. Donc, accepter son multiculturalisme oui, c'est et le vivre. non, accepter ce qui est naturel à toute la planète. Oui, À tous les humains. C'est-à-dire il y a une histoire, et cette histoire, il y a eu des avancées, il y avait des mélanges avec d'autres peuples, il y avait... On ne peut pas trouver un peuple pur, ça n'existe pas. Ça existe dans les idéologies nazies, etc. Mais sinon, les peuples sont tous mélangés, et quand ils sont mélangés, c'est mieux, même d'un point de vue biologique. Donc pour la question de l'algérianité, on s'entend. L'américain, il est appelé américain par rapport à son territoire. Le français, c'est par rapport à son territoire. L'espagnol, c'est par rapport à son territoire. Pourquoi voulez-vous que nous, on nous appelle arabo-musulmans? C'est une dimension d'appartenance de notre culture. identité, de notre culture, mais c'est tout. Nous sommes d'abord algériens. Donc, les Américains sont américains, les Algériens sont algériens, les Tunisiens sont tunisiens, les Marocains sont marocains. Donc, c'est une définition à travers le territoire. Maintenant, le territoire, il est objectif. Et la construction mentale du territoire, elle contient des aspects objectifs qui sont historiques et vérifiables, et elle contient une subjectivité, c'est-à-dire une représentation de ce territoire. Notre pays, c'est un paradis. Ça n'est jamais un paradis, mais c'est une représentation de ce paradis. Ou les c'est un enfer. Là aussi, c'est une représentation. Donc, il y a les côtés purement objectifs qu'on peut j'allais dire, critiquer, construire, décrire, changer la description, etc. Mais il y a le côté subjectif qui est important. C'est comme ça qu'on construit son identité. La langue, c'est exactement la même chose. Si la langue française a été bel et bien la langue du colonisateur, il y a eu la décolonisation qui s'est faite uniquement en langue française. Elle ne s'est pas faite dans aucune autre langue. Elle s'est faite dans la langue française. Toutes les élites révolutionnaires algériennes, tous les textes de la révolution algérienne ont été faits en langue française. Ils ont eu des grosses difficultés, les révolutionnaires à l'époque, de traduire la déclaration du 1er novembre du français à l'arabe. Il a fallu chercher longtemps pour trouver quelqu'un qui était capable de le faire. Donc ça s'est fait. La langue française, c'est la langue de la décolonisation et c'est aussi la langue du colonisateur. Maintenant, les Français, ils ne sont pas colonisateurs tous autant qu'ils sont. La langue française n'est pas une langue colonisatrice dans ses contenus, puisqu'il y a dans la langue française, comme dans n'importe quelle langue, il y a la gauche, la droite. Oui, elle a apporté l'universalité. C'était la langue aussi. C'est-à-dire qu'il faut séparer ce qu'est une langue du reste. La langue est une forme, elle Voilà. n'est pas un contenu. C'est comme ça qu'on Voilà. le dira dans notre... Merci de le dire aussi clairement. Voilà, c'est une Et forme. c'est valable aussi pour l'anglais, qui sera enseigné et qui a été aussi une langue de colonisation. Mais je veux dire, il faut réellement séparer ce qu'est une langue du reste. La langue anglaise est aujourd'hui la langue de l'impérialisme américain et britannique, et c'est les pires des impérialismes qui existent aujourd'hui. L'humanité en souffre. Ça n'en fait pas moins. Mais en même temps, la langue anglaise, c'est aussi la langue de la rationalité, de la science, de la technologie, des grandes découvertes humaines, etc. Il ne faut pas mélanger, parce que le colonialisme et l'impérialisme, c'est des attitudes d'État, politiques donc, et la langue, c'est un outil, la langue, c'est un moyen, c'est une forme, ça n'est pas un contenu. Donc quand on apprend l'anglais, on ne devient pas colonialiste. Mais on peut enseigner à travers l'anglais, à travers l'arabe, à travers Tamazirt, à travers l'arabe algérien, on peut enseigner des contenus racistes, coloniaux, etc. Il n'y a pas des langues qui sont destinées à tel ou tel... Ça devient un véhicule. C'est des véhicules wakafa, rien de plus.
Donc maintenant, la langue anglaise, c'est la langue de la science et de la technologie, oui, mais pas seulement. C'est aussi la langue de la colonisation. Tous les pays du Moyen-Orient étaient colonisés par la Grande-Bretagne. Celui qui a manipulé la Ligue arabe, c'est la Grande-Bretagne, ce n'est pas et en langue anglaise, n'est-ce pas? Même si maintenant on essaye en fait, il y a une idéologie naïve qui pense que lorsqu'on enlève le français et qu'on met à sa place la langue anglaise, on n'est plus en face d'un véhicule de la laïcité par excellence, c'est-à-dire la langue française. Il se trompe lourdement. La langue anglaise, c'est la langue d'une autre laïcité. Il n'y a pas de peuple et d'État développé qui ne soit pas laïque. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Les États-Unis sont laïques, la Grande-Bretagne aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est de la naïveté extraordinaire. Prenez la langue arabe scolaire, que j'appelle scolaire, ou la langue arabe classique. Vous avez de la philosophie, vous avez de l'humanisme arabe qui est dans la rationalité la plus extraordinaire. La preuve, c'est que la rationalité d'Ibn Rushd à Averroès, c'est celle-là même qui a été transmise à l'Occident à travers saint Thomas d'Aquin. Lui-même, c'est un religieux. Saint Thomas d'Aquin qui a fait des traductions des travaux d'Averroès et qui, à travers lui, en passant par l'Italie et un ensemble d'autres pays occidentaux, ont développé la rationalité et la laïcité qui était venue par la suite. Jusqu'au XIIe siècle de l'ère chrétienne, la médecine et la philosophie s'enseignaient en langue arabe à la Sorbonne. La Sorbonne, à l'époque, c'est une université chrétienne. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand amphi qui s'appelle Ibn Rushd, à Averroès. Jusqu'à présent, à la médecine, c'est Avicenne, Ibn Sina. Donc, vous voyez un peu, la langue est une forme, elle n'est pas une substance, et elle est encore moins un contenu. Donc, la langue arabe a été le véhicule de la rationalité. Quand la rationalité a été promue par les tenants du pouvoir, du temps de Harun al-Rachid, le temps de ses enfants, Amin ou le Ma'moun, la rationalité était obligatoire. C'était ce qu'on appelle le mainstream thinking, c'est-à-dire la pensée dominante. C'était la pensée rationnelle. Après, ça a changé. Donc, il n'y a aucune langue qui est prédestinée à être laïque ou être anti-laïque, c'est-à-dire euh, voilà un peu. Je crois que j'ai donné une idée Très bien. de la question. Pour finir, à quand un observatoire du multilinguisme en Algérie? Ben, c'est une très bonne idée. Les Marocains l'ont fait. Je l'avais proposé en 2012 ou 2013. Je l'avais proposé à l'époque, il y avait Ben Bouzid qui était ministre, qui était ministre de l'Éducation nationale. On lui avait proposé en rapport avec l'Académie africaine des langues. À l'époque, j'étais le représentant en Algérie et on a fait une proposition de la mise en place d'un institut, une institution, quelle qu'elle soit, on peut l'appeler comme on voudra, pour observer les langues algériennes. Quand je dis les langues algériennes, ce sont les langues des Algériens, donc leur langue maternelle ou leur langue première, mais aussi les langues qu'ils utilisent le plus dans le marché linguistique algérien. C'est-à-dire l'arabe que j'appelle scolaire, qui n'est pas une langue maternelle en Algérie, mais c'est une langue des Algériens. La langue française, kif kif, elle n'est pas une langue maternelle en Algérie, je vais dire de manière globale, mais pour certains, oui, mais c'est pas la majorité. Ce que je voulais dire, c'est que surtout en littérature, la langue des, des écrivains se sont appropriés la langue française, mais ont écrit dans une pensée algérienne. Absolument. Et c'est ça qui est important.
c'est qu'aujourd'hui, il y a une littérature algérienne d'expression française, mais elle est algérienne, avec un substratum culturel, affectif, etc., algérien. Absolument. C'est Donc, pas, pour finir, pour dire que ce n'est pas parce on parle une langue autre qu'une langue maternelle qu'on se détache. tout à l'heure, tu avais évoqué la question des langues étrangères. Donc, la classification langue étrangère, j'avais dit qu'il était politique. Qu'est-ce qui est national et qu'est-ce qui n'est pas national. Mais il ne faut pas qu'on mêle ces concepts d'ordre politique qui sont flous et confus à des concepts scientifiques comme par exemple la langue première, langue seconde ou autre. Donc quand on dit langue étrangère, on est dans la politique. Mais la langue, le degré d'étrangeté, si l'on peut le dire ainsi, de ces langues, il est différent. On ne peut pas penser que le degré d'étrangeté du français par rapport À à l'anglais. l'anglais est la même, c'est pas possible. Et d'ailleurs, juste pour souligner une idée que vous aviez développée dans un entretien que vous aviez donné à la revue électronique Touella, où vous dites on ne peut pas construire une langue ou l'enseigner en soustrayant une autre, et qu'il fallait aller dans l'addition, et non pas, Oui, on ne peut pas imposer, enfin, enseigner une langue on a fait ça avec en introduisant l'arabe. Moi je le dis classique, انت ما تقولش classique trop. Parce que classique, تفهمين donc c'est un راك temps. فهمتني مليح. Donc, le problème de l'anglais, du français, du chinois, du russe, de l'italien, etc., toutes ces langues étaient enseignées dans les années 70. Vous pouviez étudier gratuitement donc ces langues à l'université, par rapport à ta discipline. Ces langues, donc le degré d'étrangeté n'est pas le même. La langue française, elle est avec nous depuis 2 siècles. C'est-à-dire, depuis 1830, on était en contact. C'est ça le degré d'étrangeté. La langue anglaise, non, on n'était pas en contact avec la langue anglaise. Mais ça ne fait pas, la langue française est toujours étrangère. C'est-à-dire par rapport aux critères politiques. Elle n'est pas nationale, donc elle est étrangère. C'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, est-ce que on peut enseigner plusieurs langues? Bien évidemment. L'essentiel, c'est les méthodes et la rationalité et les objectifs qu'on s'assigne à travers l'enseignement d'une langue, l'introduction d'une langue. Est-ce que on est obligé, en introduisant l'anglais, de supprimer le français? Non, pas du tout. C'est irrationnel de le faire, c'est irrationnel. Maintenant, les gens qui ont déjà un substratum, tu l'avais dit le mot tout à l'heure, de la langue française, parce que c'est une langue indo-européenne qui est de la même famille que la langue anglaise. Donc les gens qui connaissent déjà le français ont déjà été plus ou moins implicitement initiés à la langue anglaise. Ils apprendraient la langue anglaise plus facilement que les gens qui sont totalement arabisants. Par contre, les gens qui connaissent l'arabe algérien, ils apprendraient plus facilement la langue arabe scolaire ou classique, parce que c'est la même famille linguistique. Ou les Arabes que vous ramenez d'Arabie Saoudite, ils apprendraient plus facilement le tamazight, dans ses variétés différentes, que la langue française, parce que là aussi, c'est les affinités structurales, parce que ça appartient à la même famille. Aujourd'hui, quand je vois que les débats qui tournent autour ils sont passionnés inutilement. Ce qu'il faut se poser comme question. Rationaliser le débat. Rationaliser le débat, le poser dans un cadre scientifique. Réfléchir froidement sur des questions qui nous intéressent et qui finalement concernent notre avenir. L'avenir de notre État, l'avenir de notre société. Il ne faut pas qu'on conçoive une société complètement malade psychologiquement et par rapport à des questions, des complexes. Et des identités meurtrières. Des identités, il ne faut pas aller vers les identités meurtrières. Et aller vers donc, un rapport apaisé de ce que les langues. Est-ce que je prends une petite feuille pour vous dire un peu, j'ai pris note. La langue arabe est introduite au primaire, première année, 11h15.
Deuxième année, 11h15. Troisième année, 9h. Quatrième année, je crois que c'est 8h15. Le français, c'est en troisième année que ça rentre, et c'est 3h. Quatrième année, 4h30. Donc il y a une augmentation du volume. La langue anglaise, elle rentre en troisième année avec 1h30. 1h30. Ça ونص. ساعة ونص. ومن بعد quatrième année مازال parce que on vient de commencer. Ben là, il y aura des programmes par la suite. Tamazirt, c'est la quatrième année pour 3 heures. La question qui peut se poser, pourquoi on enseigne l'arabe pendant 11 heures? 11 heures, première et deuxième année, ensuite 9 heures, troisième année, et 8h15 en quatrième année. Pourquoi? Ce n'est pas par la quantité qu'on améliore la qualité de l'enseignement ou de l'apprentissage. Ce sont les méthodes. Pour la langue arabe, il est nécessaire de partir de l'idée que la langue arabe scolaire est une langue non maternelle. Donc c'est une langue seconde, mais étrangère. Elle est une langue seconde. Et du fait qu'elle est une langue seconde à laquelle nous sommes attachés affectivement, etc., ça vous facilite l'enseignement. Donc on a besoin de changer les méthodes, et donc ça ne sert à rien de mettre les gens dans un bain linguistique de 11 heures comme ça par semaine. C'est de la folie furieuse. Et il n'y a pas de temps pour l'apprentissage des langues secondes en 1h30. L'anglais en 1h30 par semaine, ça donnerait quoi en fait? Non, mais je ne pose pas le problème comme ça. Le problème, c'est d'avoir 4 langues comme ça. En quatrième année, vous avez 4 langues. La troisième année, vous avez 4 langues à la fois. Ce n'est pas une question de surcharge du cerveau. Le cerveau, il est capable d'apprendre plus que ça. Il n'y a absolument pas de problème. Quoique, à cet âge-là, ça commence à régresser. Les systèmes linguistiques deviennent prégnants dans le cerveau, et donc les premiers systèmes, ils vont un peu s'imposer et déranger un peu l'apprentissage des autres. Mais en gros, ça va se passer correctement. C'est pas ça la question. La question qui se pose, est-ce que nous amenons nos enfants à l'école uniquement pour apprendre des langues? C'est-à-dire l'enfant, il a besoin d'apprendre d'autres compétences que linguistiques. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de rationaliser et d'arrêter de transformer une question d'ordre scientifique et pédagogique en une question passionnelle. Ça n'est pas une question passionnelle. Le français, l'anglais, le chinois, l'ourdou, enfin toutes les langues, on peut les apprendre. Il faut tout simplement voir pourquoi on les apprend et quels sont les moyens qu'il faut mettre pour les apprendre. On ne peut pas enseigner la langue anglaise avec des gens qui ne connaissent pas l'enseignement de la langue. Les traducteurs ne sont pas aptes à traduire, à enseigner, parce que je suis moi-même professeur de traduction. Je suis traducteur et professeur de traduction. Et j'étais avant ça professeur de langue anglaise. Je suis titulaire d'un CAPES. Donc j'ai passé tous les examens, etc., pour avoir l'aptitude à l'enseignement secondaire de langue anglaise. Donc j'ai fait ça. Celui qui apprend l'enseignement d'une langue, il apprend un matériel descriptif de la langue. Et comment le matériel descriptif de la langue, je ne veux pas utiliser une terminologie barbare, c'est comment l'enseigner, le transférer à un apprenant nouveau. Le traducteur, non, c'est pas ce qu'il fait. On lui apprend la compétence d'aller vers les structures sémantiques d'une langue et essayer de les réarticuler dans une deuxième langue. Voilà un peu. Donc, ce n'est pas des gens qui sont aptes à enseigner, à moins, bien évidemment, de leur faire une formation très sérieuse. C'est-à-dire que les gens qui parlent de traducteurs comme enseignants, ils partent de l'idée que celui qui connaît la langue peut l'enseigner. C'est pas vrai. Non. Vous ramenez quelqu'un d'Angleterre, c'est sa langue maternelle, il parle très bien la langue maternelle, il ne peut pas l'enseigner. Comme ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, une langue, c'est une culture, c'est beaucoup de choses. Non, mais les capacités d'enseignement ne sont pas les mêmes. mêmes. Oui.
le locuteur natif, il maîtrise sa langue parfaitement, mais il ne sait pas l'enseigner. Les capacités d'enseignement, c'est autre chose. Ça, on le connaît depuis les années 60, avec les théories de Krashen notamment, dans le domaine. Donc pour vous, l'enseignement de l'anglais qui se profile, Je n'ai pas les données. Et c'est ça qui manque, parce qu'en principe, la question linguistique est une question nationale, et il est bon quand même d'avoir des avis à l'échelle nationale, des avis différents, et discuter. Mais je n'ai pas les données pour dire, je ne sais pas qui a été mobilisé pour enseigner, je ne connais pas les livres, je crois qu'ils ont été publiés déjà, mais je ne les connais pas, je n'ai pas pris connaissance, je ne sais pas quel est le volume horaire, mis à part des données disparates, et encore moins une argumentation pour l'opportunité d'introduire l'anglais de manière précipitée. et les critères de choix des enseignants. Oui, je ne connais pas tout ça. Je sais une chose, ça c'est un évident, c'est une évidence. L'État algérien et tous les États sont souverains, ils ont le droit de faire leur politique linguistique selon leur propre argumentation, selon leur propre vision du monde, selon leur propre vision de l'avenir. C'est eux qui voient leur société. Mais tout ce discours-là d'argumentation, il est bien quand même de nous le dire, comme ça on saura. Sinon, ما دخلوا فينا حبينا نديروا l'anglais, حبينا نديروا le langage des chameaux, ça ne regarde personne. Non, mais c'est vrai quoi. Mais au niveau de l'éducation, non. Au niveau de l'éducation, l'éducation, c'est un démembrement de l'État qui est chargé d'exécuter une politique linguistique. Et il l'exécute selon des normes pédagogiques, pas selon des normes de souveraineté politique. C'est pas ça. La souveraineté, c'est pas à son niveau que ça se décide. Ce qui se décide au niveau du ministère de l'Éducation, c'est les méthodes, c'est les moyens humains, c'est les moyens, les programmes, Scientifiques. etc. Pédagogiques. Et voilà, c'est les moyens pédagogiques, c'est ce qu'on appelle en général le triangle de Housset. Housset, il nous a dit qu'il y avait 3 critères fondamentaux pour juger, gérer un système éducatif. C'est les enseignants, le pôle des enseignants, le pôle des apprenants, les élèves, et le pôle des programmes ou des contenus. C'est avec ces 3-là qu'on évalue nos capacités. Avons-nous, oui ou non, les moyens? C'est tout. Monsieur Dourari, merci, Ya'tek Saha. Aïchek. Voilà, C'est vous nous gentil. avez éclairé sur une question qui nous tenait à cœur au niveau des débats entre citoyens. Ya'tek Saha, à bientôt. À Ala bientôt, khair. Inch'Allah. Merci pour l'initiative.